Est-ce que quelqu'un ici peut me dire avec qui dans sa vie il va passer 9 mois, jour et nuit, avec quelqu'un autre que sa maman? Personne. On est d'accord? On va systématiquement chercher. Vous, madame, vous passez jour et nuit avec quelqu'un? Qui? Avec soi-même. Des années sans ma maman. Des années sans votre maman. Mais ce que je veux dire, 9 mois, jour et nuit, collés à quelqu'un, en fusion totale. C'est notre maman. Et notre grosse difficulté, c'est de savoir en sortir et en bon état. C'est-à-dire que pendant la période, donc intra-utérine de 9 mois, tous les bébés ne sont pas projetés de manière toujours optimale et positive, car vous avez des enfants qui sont nés par ce qu'on appellera accident, des enfants qui ont été prévus pour être le fruit de l'amour, mais d'autres qui sont arrivés par un objectif complètement différent, parce que la mère, par exemple, avait un besoin de répondre à sa problématique d'horloge biologique qui tournait, ou parce que le père voulait un garçon et qu'il a une fille et que cette fille, il n'a pas pu supporter qu'elle soit fille, etc., etc. Donc, nous sommes tous, et moi compris, des enfants qui ont eu 9 mois dans un cocon, dans un univers qui n'a pas toujours été propice à tout. Alors la grande difficulté, c'est de savoir sortir au monde et de quand même arriver à plaire à nos deux parents, c'est-à-dire aux gens qu'on va aimer le plus dans notre vie pendant les premières années, c'est-à-dire notre maman, notre grand amour, et puis notre papa. Mais d'abord, c'est notre maman, puisque on va être en elle pendant 9 mois, et ensuite on va être dans ses bras à la sortie. On va souvent être allaité, pour la plupart, il y en a d'autres qui bien sûr prendront le biberon, et puis après on va faire connaissance de notre papa, qui est notre être cher aussi, avec lequel on va essayer de trouver effectivement une projection positive à notre féminin ou à notre masculin. Là-dessus, il n'y a pas d'équivoque, on est tous d'accord. Alors, comment va naître ce bébé? Comment va-t-il venir au monde si, par exemple, il a été désiré pendant 9 mois, inconsciemment, fantasmatiquement par sa mère, comme étant un garçon alors que c'est une belle petite fille? Comment elle va faire, cette petite fille, pour arriver au monde autrement que timidement, en se disant, bon sang, comment je vais faire pour montrer à ma mère que, ok, je ne suis pas un garçon, mais quand même, je suis une petite fille très bien. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'elle va faire, cette petite fille? Eh bien, ça va être ce qu'on appellera, entre guillemets, un garçon manqué. Elle va faire des cabanes, elle va jouer au cow-boy, elle va grimper dans les arbres, elle va jamais vouloir mettre des petites robes, elle va vouloir s'affirmer pour plaire à sa mère, pour gagner et conquérir son premier amour, c'est-à-dire sa mère, son estime, à travers la capacité qu'elle va pouvoir poser à lui dire « Aime-moi, maman, quand même, même si je ne suis qu'une fille ». Et exactement pareil pour le garçon, qui aura été autant désiré comme étant une fille, qui va arriver au monde garçon, et qui va être comment, au lieu de pouvoir montrer sa virilité, sa puissance, ses bêtises, etc., il va être très sage, il va être dans son coin, il ne va pas faire de bruit, pour que sa mère lui dise « Mais je voulais une petite fille, mais gentille et sage comme une fille !» Et moi je les entends en consultation, c'est une mère qui arrive en me disant ça. Il était beau comme une fille, il était sage comme une fille. Et je leur dis, vous vouliez une fille, madame? Ben non, mais bon, quand même, oui, un peu. Parce que vous savez très bien, ici, pour celles qui sont mamans, qui ont la chance d'être mamans, vous savez très bien que, intuitivement, inconsciemment, et je parle surtout pour les mamans parce que c'est nous qui les portons, on a une petite préférence, même si on ne veut pas l'avouer, quand on est enceinte, même si on dit, de toute façon, du moment qu'il arrive en bonne santé, avec ses doigts, avec ses pieds, avec son cœur, avec sa tête, ça ira très bien. Oui, ça c'est théorique. Mais en pratique, on a toujours une petite idée fantasmatique de se dire, ben finalement, oui, j'aimerais, si on me demande réellement la vérité et que je peux le dire sans en avoir honte, car toujours ce fameux jugement et le regard des autres qui nous perturbe tous, si on ose le dire, on dira, oui, j'ai quand même eu une petite préférence pour. Alors, tous et toutes que nous sommes aujourd'hui ici, et je suis très heureuse de voir que nous sommes nombreux, on a été mis au monde avec des projections qui n'étaient pas toujours ce que nous sommes aujourd'hui. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est la projection parentale et le devenir de nous-mêmes, c'est-à-dire cette capacité que nous avons eue à faire malgré tout avec. Voilà, j'ai fait avec ce que j'ai pu, j'ai été élevée comme un garçon, j'ai un boulot de garçon,
mais aidez-moi à devenir une femme parce que, figurez-vous, Valérie, moi c'est ce que j'entends en consultation tous les jours, j'ai des problèmes de timidité, je n'ose pas parler à un homme, je suis mal dans ma peau parce que ma mère ne m'a pas montré le chemin de la féminité, j'ai été comme ci, j'ai été comme ça, tatati, tatata. Et ça, c'est tout à fait normal. Donc, là-dessus, qui était juste une petite introduction pour vous montrer un peu que nous venons tous donc de ces origines-là. Maintenant, si on veut aller encore plus loin dans la réflexion, nous sommes donc tous issus d'une partie qui est féminine, notre mère, et d'une partie qui est masculine, notre père. Mais eux aussi sont issus d'une partie qui est féminine et d'une partie masculine. Donc je ne parle même pas des arrière-arrière-grands-parents, mais ça serait comme ça depuis des générations. Mais dans leur partie féminine et dans leur partie masculine, dont ils ont hérité, eux aussi, ils ont été fabriqués avec les espérances et les espoirs de leurs parents, qui étaient des projections tout à fait, quelquefois, inavouables, souvent bien même des secrets de famille, chose qu'on a beaucoup moins aujourd'hui dans les jeunes générations. Pourquoi? Parce qu'on est dans des évolutions de société où maintenant tout se dit, plus qu'avant. Le mariage pour tous, les homos c'est bon, on peut faire du gosse n'importe comment. Aujourd'hui, vous avez vu, les gens qui ont la chance d'avoir vécu plusieurs vies, ici, il y a des gens qui sont des petits jeunes et puis des gens un petit peu plus âgés qui ont la sagesse, qui doivent se dire, on est dans un monde de fous. On est vraiment dans un monde de fous, n'est-ce pas monsieur? Hein? On est d'accord? Voilà. Pourquoi on est dans un monde de fous? Parce qu'aujourd'hui, ben, tout se fait. Mais nous, les psys, on s'aperçoit bien que les petits gamins qu'on voit en consultation, ben, ils ont les mêmes problèmes qu'avant, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de pouvoir se concentrer et avoir des repères et se dire, voilà, quel est mon repère aujourd'hui? Mais la même problématique quand on a une mère qui est hyper masculine et un père qui est hyper féminin. C'est la même chose, que ce soit qu'on ait deux hommes aujourd'hui, dont un qui fait le rôle de la femme et l'autre le rôle de l'homme, ou deux femmes aujourd'hui, dont une qui est masculine et l'autre qui est féminine, c'est pareil qu'un couple hétérosexuel, ce que je vais vouloir appeler le couple hétérosexuel, où la femme, quelque part, elle joue le côté autoritaire, et puis l'homme, il reste à la maison tranquille et s'occupe des enfants. Donc tout est une question de manière de se comporter, de manière d'affirmer son repère. Donc on va parler donc d'héritage. On a donc tous ici un héritage parental. On a l'héritage qu'on nous a donné. Oh zut, je ressemble à ma mère, j'ai la même tête qu'elle, mais j'ai l'intelligence de mon père. Ou je suis hystérique comme ma mère, mais je suis froide comme mon père, en même temps très carré. Donc quand moi je fais parler mes patients, il y a toujours un côté de leur père qu'ils aiment bien, et un côté de leur père qu'ils n'aiment pas. Un côté de leur mère qu'ils aiment bien, un côté de leur mère qu'ils n'aiment pas. Et le côté qu'ils n'aiment pas, venant de leurs parents, mais ils viennent pour travailler avec. Ils me disent, voilà, débarrassez-moi de ce truc-là. Il y en a même qui vont consulter des chirurgiens esthétiques en disant, enlevez-moi ce nez-là, parce que c'est le nez de ma mère, et je ne peux pas la voir en peinture. Quand je regarde dans le miroir ce nez, je vois ma mère. Enlevez-moi ce nez-là, qui est le nez de ma mère, que je ne peux pas voir en peinture. Ça serait quand même plus facile qu'ils apprennent à aimer les bons côtés de leur mère, plutôt que de ne voir que ce nez qu'il va falloir supprimer absolument. Excusez-moi, est-ce que vous pourrez parler après des couples homosexuels masculins pour voir comment ça se... Bien sûr, le couple homosexuel masculin, comme le féminin, à partir du moment... On vient du père et de la mère, et là, c'est simplement pour ça, parce que j'ai entendu ça, donc je voulais savoir un peu ce que... Oui, alors, si le couple homosexuel, ça veut dire que deux hommes ou deux femmes sont ensemble. Mais admettons que un des deux hommes a été véhiculé comme étant, dans l'esprit de sa mère, étant une fille. C'est-à-dire qu'il a été élevé, il a été voulu par sa mère comme étant une fille. Donc ce jeune garçon, il s'est toujours senti fille. Garçon par son pénis, mais fille dans son cœur, dans sa manière d'être, dans son émotion, dans sa sensibilité, dans sa manière d'aimer, dans sa souplesse, parce qu'on va voir après que l'homme et la femme sont, quand ils sont vraiment élevés comme un homme et vraiment élevés comme une femme, ils n'ont pas le même rôle, ils n'ont pas la même fonction. Tout est une question, en fait, de véhiculage de ces comportements. Si le père est présent et qu'il va apprendre à son fils à jouer au football, je sais pas, à tirer à la carabine, à tirer aux fléchettes et jouer au train électrique, c'est pas pareil que si le père est absent et que c'est la mère qui va lui apprendre à tricoter, coudre, repasser et faire des gâteaux. Vous voyez? Donc tout ça fait que dans l'enfance de ce petit garçon, bien évidemment, il va avoir des repères complètement différents. Ensuite, quand il va vouloir se projeter sur son identité sexuelle et qu'il va s'apercevoir qu'il est bien qu'avec les garçons et qu'avec les filles, il ne comprend pas, il ne sait pas quelle est sa place, et qu'il va se projeter dans son narcissisme à
travers sa propre relation à lui-même, en se disant je me sens bien avec ce garçon parce que je me sens à l'aise, il me comprend bien, etc. Et que son compagnon garçon, lui, c'est un garçon qui a été vraiment véhiculé comme garçon, mais qui n'a pas eu on va dire, la projection paternelle suffisamment ancrée pour pouvoir regarder les filles avec un père qui a dit tu vois ça c'est les filles, c'est comme ça qu'on doit dire, mais qui était complètement absent. Eh bien ces deux garçons vont se rencontrer et vont s'aimer. Donc l'amour est tout à fait possible avec n'importe quel sexe. Là je ne parle pas d'amour, là c'est l'amour, hein, l'amour. Comment? L'amour, il n'y a pas de il n'y a pas de problème avec l'amour. Voilà, l'amour c'est toujours bien. Il faut parler de descendance, c'est pour ça. Descendance. Donc pour moi c'est pas génétique. Pour moi l'homosexualité n'est pas génétique et n'est pas une maladie. Pour moi l'homosexualité c'est simplement une manière qu'ont eu nos parents de pouvoir nous permettre de nous projeter dans notre identité sexuelle. Et ça je vais écrire bientôt un livre là-dessus, donc ce ne sera pas l'année prochaine, ce sera dans 2 ans, donc peut-être que vous viendrez, on en parlera plus davantage. Donc pour moi ce qui est le plus important ici c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'il s'est passé pendant les 9 mois dans le ventre de nos mamans. Pourquoi? Parce que dans la période de rebirth, renaissance, quand le patient vient en patientèle, et que j'ai fait une séance pour revivre en EMDR, vous savez, avec les yeux pour guérir, la méthode que le sergent Schreiber, le pauvre, est disparu, avait ramené donc de Francine Shapiro des États-Unis. Moi, je fus son élève, et on a beaucoup travaillé ensemble sur cette méthode des yeux pour guérir, où on passait du cerveau gauche au cerveau droit, pour savoir ce qui s'est niché ici dans le cerveau reptilien, celui qui est responsable de nos réflexes de la petite enfance, ou par exemple quand vous passez devant le feu de cheminée et vous allez faire on va dire pourquoi t'as peur? Ah ben depuis que je suis petit, ma mère elle m'a toujours dit attention attention ça brûle, et mon réflexe c'est de faire ça dès que je vois le feu. Mais finalement si tu m'expliques que ça brûle pas, je sais, mais c'est un réflexe. Ça ce sont les réflexes reptiliens qu'on transforme à travers ce travail de MDR, Eyes Motorization, Deprocessing, Reprocessing. Donc moi je travaille beaucoup avec ça et avec le reverse. On remet la personne dans le ventre de sa mère avec les 9 mois en cerveau gauche, cerveau droit. Et là, incroyable, le bébé qui est en nous, puisqu'on a tous ce petit bébé qui nous tire par la manche, eh bien il va dire j'avais pas envie de sortir, je savais qu'elle voulait un garçon et j'étais une fille, j'avais pas envie de sortir, je le sentais bien. Et vous verrez si vous allez sur mon site internet, il y a des témoignages assez touchants, puisqu'on me voit en train de faire une séance de MDR avec des enfants, des jeunes, des vieux, etc. Où on voit les gens en pleine séance qui disent je voulais pas sortir, je voulais pas me montrer, j'avais honte de me montrer, j'avais peur qu'elle ne m'aime pas, j'étais pas un enfant désiré. J'étais un enfant, oui. Je voulais savoir si dans le ventre, on sait déjà si la mère nous veut pas. Oui, dans le ventre, on sait déjà tout, parce que pendant les 9 mois où tu es dans le ventre de ta mère, c'est comme dans un bocal, et tu entends tout, et tu ressens tout. Si ta maman, elle saute, tu sautes avec elle. Si ta maman, elle dort, tu dors avec elle. Si elle rigole, tu l'entends rigoler. Si elle pleure, tu l'entends pleurer. C'est pour ça que cette période, elle est extrêmement importante. Il y a des bébés qui arrivent au monde navrés, qui arrivent tristes, qui arrivent en ayant peur, en étant timides. Et là-dessus, donc dans Je suis timide et je m'en sers, je l'explique énormément que chaque naissance a évidemment une incidence. Un enfant qui est désiré par ses 2 parents, et les 2 parents veulent que ce soit un garçon, et sa chambre elle est déjà prête en garçon, et il a déjà tous ses jouets de garçon. Vous croyez que ça va arriver à un garçon qui arrive au monde tout malheureux et tout complexé? Non, il va avoir vraiment une sacrée personnalité. Pourquoi? Parce qu'il n'aura pas besoin de se battre pour exister, il aura juste besoin d'être lui-même, puisqu'il va être aimé d'un amour que j'appelle, et que tous les psys appellent, l'amour inconditionnel. D'accord? L'amour inconditionnel, c'est quoi? C'est quoi que tu fasses, quoi que tu dises, quoi que tu sois, je t'aime. Mais combien il y a de parents qui nous ont dit ça? Combien de parents nous ont dit ça, même dans cette salle? Très souvent, nos parents nous ont dit si tu fais pas ça, attention, c'est pas bien. Si tu n'es pas comme ça, tu m'intéresses pas. Si tu n'écoutes pas ce que je te dis, tu n'es plus ma fille. Si tu ne vas pas là, ça s'appelle l'amour conditionnel. Et le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que lorsque nous rencontrons un amoureux ou une amoureuse dans notre vie, on mélange tout. On aimerait qu'il nous aime inconditionnellement. Alors que lui, non, il n'est pas là pour nous aimer inconditionnellement, il n'est pas là pour nous aimer comme notre mère aurait dû nous aimer. Lui, il peut nous aimer conditionnellement. Je t'aime à condition que tu cuisines bien. Si tu es une mauvaise cuisinière, excuse-moi, moi je préfère prendre une autre gonzesse parce que toi, franchement, tu fais pas bien la cuisine. Moi, je t'aime à condition que tu m'emmènes en vacances, parce que si c'est pour rester sans arrêt à la campagne, ça m'intéresse pas. Moi, je t'aime à condition que tu répondes à mes exigences d'homme et de femme.
c'est à condition. Et nous, on confond tout. On dit à notre amoureux ou à notre amoureuse, tu m'aimes coûte que coûte. Tu m'as choisi pour le meilleur ou pour le pire. Tu dois m'aimer inconditionnellement. Eh ben non. C'est pour ça que tous ces couples viennent en thérapie me voir en me disant, vous vous rendez compte, il dit qu'il m'aime et pas du tout. Ben, c'est pas ça, aimer. Aimer son amoureux ou son amoureuse, c'est pas du tout le même amour que aimer son enfant. Si les gens déjà comprenaient ça, que notre enfant, on se doit de l'aimer inconditionnellement, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, quoi qu'il devienne, on ferait déjà des enfants bien plus heureux.